Salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle je vais vous parler d'un effet pervers sur certains indices boursiers, effet qui peut être vraiment dangereux si vous investissez dans des ETF sur ces indices. C'est quelque chose dont on entend très peu parler. Personnellement, je ne crois pas que j'en ai vraiment entendu parler dans des articles ou autres. Je l'ai mentionné 2-3 fois ce problème dans des vidéos, mais je n'ai jamais fait une vidéo dédiée à ce sujet et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. L'idée m'est venue tout simplement d'un post sur LinkedIn où quelqu'un expliquait son DCA mensuel, donc sur différents ETF, et il y avait notamment un ETF Russell 2000. Alors peut-être que vous ne connaissez pas cet indice, c'est un indice sur des petites valeurs américaines, et ça m'a tout de suite fait tiquer. Je me suis dit, il faut que je parle de ça, il faut que je fasse une vidéo dédiée à ça. Alors petit aparté, je vous dis souvent où j'ai trouvé l'idée de vidéo, de podcast. Ça peut être un article de journal, ça peut être une newsletter, ça peut être comme là, juste un petit le post de quelqu'un. Et je vois régulièrement, très régulièrement, du contenu qui est inspiré par mon travail. Alors je trouve ça très flatteur, merci beaucoup. Mais je voulais dire à ceux qui ne le font pas de ne pas hésiter à me citer, parce qu'on prend tous notre inspiration quelque part, mais je trouve toujours plus élégant de citer ces sources. Bref, retour aux indices. Alors avant de parler de ces indices que je considère comme dangereux, revenons un petit peu sur ce qui fait le succès de ces indices les plus connus, le CAC 40, le SP500, le MSCI Monde, etc. Ces indices, donc les plus connus, les plus classiques, vont inclure les plus grosses capitalisations boursières d'une zone géographique. Donc la France pour le CAC 40, les États-Unis pour le SP500, les pays développés pour le MSCI Monde, bon bref, peu importe. Et je pense que vous le savez, mais la pondération, donc le poids de chaque valeur, est fonction de sa capitalisation boursière. Donc LVMH et Total sont les plus grosses pondérations du CAC 40 parce que ce sont les entreprises françaises qui ont la plus grosse capitalisation boursière, qui ont, si vous voulez, pour simplifier, la plus grosse valeur. Voilà. Mais il y a d'autres indices qui, eux, ne représentent pas les plus grosses valeurs, qui sont les indices des petites et moyennes entreprises et qui, eux, ont justement pas mal d'effets pervers. Alors je dis petites et moyennes entreprises, en bourse, on parle souvent de small et mid cap. Et si je prends l'exemple de la France, vous allez trouver ce type d'indice avec le CAC Mid 60, donc les valeurs moyennes, les 60 valeurs moyennes. Vous avez aussi le CAC Small, vous avez le CAC Mid and Small, etc. Pour bien comprendre tous ces différents indices, là, donc typiquement les indices français CAC, donc calculés par Euronext, il faut vraiment voir ça comme des poupées russes qui s'imbriquent entre elles. Donc la personne qui va calculer, ou l'entreprise plutôt qui va calculer les indices, donc je vous disais ici Euronext, va d'abord classer ces entreprises en fonction de leur capitalisation boursière, mais aussi en prenant en compte des critères de liquidité. Donc le fameux indice CAC 40, je pense que vous le savez, qu'il est composé des 40 valeurs les mieux classées. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que les 35 premières valeurs sont sûres d'être sélectionnées. Elles vont forcément faire partie du CAC 40. Pour les 5 suivantes, il y a une espèce de zone tampon qui va comprendre les valeurs classées de la 36e à la 45e position et qui va donner la priorité aux sociétés qui sont déjà incluses dans l'indice. L'idée, c'est que s'il y a une valeur qui dégringole momentanément à la 41e, 42e position, elle ne va pas forcément sortir de l'indice. Et à l'inverse, une entreprise qui va passer à la 40e ou 39e position ne va pas forcément l'intégrer. Le but, c'est qu'il n'y ait pas deux entreprises qui se battent, qui rentrent et qui sortent comme ça très régulièrement. Il faut évidemment garder une certaine stabilité dans l'indice. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une zone un peu de tampon, et ça c'est vrai sur à peu près tous les indices du monde. Donc ça c'est pour les 40 premières valeurs. Les 20 valeurs suivantes, elles sont dans un indice qu'on appelle le Next 20, donc les 20 prochaines si vous voulez, qui n'est pas un indice très utile ni très, très utilisé. Et ces deux premiers indices, donc si vous me suivez les 60 premières valeurs, les 40 du CAC et les 20 suivantes, elles forment le Large 60, donc les 60 plus grosses entreprises françaises. Les 60 suivantes, donc la 61e à la 120e, elles vont constituer le Mid 60, c'est-à-dire les 60 valeurs moyennes, et toutes les suivantes, donc là on est après la 120e, elles vont constituer le CAC Small. Et si on additionne le CAC Mid 60 et le CAC Small, on a le CAC Mid and Small. Alors je vais m'arrêter ici, je pense que vous avez compris ce principe un petit peu de poupée russe et de vase communicant. Aux États-Unis, on a exactement la même chose avec un indice dont j'ai déjà parlé là, très rapidement au début, qui est très utilisé pour investir dans les petites valeurs, notamment avec un ETF qui est le Russell 2000. Cet indice, il est constitué des valeurs qui sont entre la 1000e et la 3000e position des bourses américaines. On a toujours ce système de poupée russe. Donc Russell, les indices Russell, on a le Russell 3000 qui sont les 3000 premières entreprises boursières américaines. Le Russell 1000, les 1000 premières. Russell 2000, ce sont les 2000 suivantes. Donc voilà, cet indice, c'est l'indice classique pour les petites valeurs américaines. Tous les indices classiques
où les ETF basés sur ces indices classiques, dont j'ai déjà parlé, voilà, le CAC, le SP500, le Nasdaq, peu importe, sont considérés comme auto-nettoyants. Alors je déteste cette expression, mais elle permet de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on appelle auto-nettoyant ? C'est le fait que si une valeur dégringole et passe, dans l'exemple du CAC, à la 40e, 41e, 45e, 50e position des valeurs françaises, il va être exclu du CAC 40 et une autre valeur va rentrer. Donc on considère qu'il y a un côté auto-nettoyant qui est protecteur, c'est-à-dire qu'une entreprise va souvent sortir de ces gros indices avant d'atteindre la faillite ou avant de tomber à zéro. Et là, je pense que vous commencez à voir le problème. Le problème, c'est que les indices d'en dessous, donc les indices typiquement small cap, vont faire l'inverse. C'est-à-dire que ces indices vont récupérer les valeurs pourries et faire sortir les meilleures. Et je vais prendre un exemple concret avec Atos. Pourquoi je prends Atos ? Parce que c'était une grosse valeur qui faisait partie du CAC 40 et c'est une valeur qui parle bien aux investisseurs français. Donc effectivement, Atos était dans le CAC 40 depuis mars 2017 et puis les problèmes se sont accumulés sur la valeur. Le cours boursier a énormément baissé. Et notamment, l'action a perdu plus de 60% depuis ses plus hauts avant d'être sortie du CAC 40 en septembre 2021. Donc là, on voit que le côté auto-nettoyant, il marche, mais il marche après quand même une bonne gamelle, une bonne perte de plus de 60%. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe après. Donc comme je vous l'ai dit, quand on sort du CAC 40, on rentre dans l'indice suivant qui est le CAC Next 20. Donc les 20 suivantes, ce qu'a fait Atos. Les pertes en bourse ont continué et l'année suivante, donc exactement un an après, en septembre 2022, Atos a quitté le Next 20 pour intégrer le CAC Mid 60. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, comme on a des ETF qui sont basés sur ce CAC Mid 60, Atos a intégré ces ETF moyenne capitalisation boursière. Heureusement, c'est un ETF qui a peu d'encours. Mais pour vous faire une idée, Atos a coté au plus haut 135 €. Elle a quitté le CAC quand elle valait à peu près 45 €. Elle a intégré le Mid 60 à environ 7 €, et notamment donc l'ETF basé sur ces valeurs-là. Et aujourd'hui, elle ne vaut plus que 2 €. Donc, même depuis son intégration dans le Mid 60, qui avait déjà, je ne sais pas, peut-être 80% de baisse, elle a encore perdu plus de 70%. Et évidemment, cet effet pervers, il joue dans l'autre sens. C'est-à-dire que si dans un de ces indices small cap, vous avez la future Apple, la future LVMH, etc., au fur et à mesure que la capitalisation boursière va grimper, elle va sortir de ces indices. Et puis, finalement, plus haut, être récupéré par les gros indices classiques avec les grosses capitalisations. Mais cet effet pervers, il joue des deux côtés. Donc ces indices, ils ont tendance à être la poubelle des grosses valeurs qui dégringolent et au contraire de laisser partir leurs pépites. Et depuis quelques années, on voit beaucoup de personnes qui regardent ces indices small et mid cap et qui disent « Oui, les petites valeurs marchent moins bien que les grosses, etc. » Mais c'est évident, c'est même lié à la méthode de calcul. Si vous récupérez les grosses entreprises en chute libre, si vous sortez les pépites qui commencent à bien performer, mais qu'est-ce qui va vous rester ? Il va vous rester le gros de la troupe, c'est-à-dire les petites entreprises qui vont rester des petites entreprises. Et il n'y a rien de mal à ça, bien sûr, mais dans un monde où l'effet réseau est de plus en plus important, où on a quasiment plus de frontières géographiques, en tout cas pour beaucoup d'entreprises, elles peuvent vendre autant à des Indiens, des Chinois, ou des Américains ou des Mexicains, on voit de plus en plus le phénomène de winner takes all, ce qu'on appelle aussi l'effet Matthew. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, dans le monde actuel, les petites valeurs souffrent, mais elles sont encore plus pénalisées. En tout cas, leurs indices sont très pénalisés par la manière dont ils sont calculés, puisqu'ils vont couper. On pourrait garder, potentiellement, on pourrait se dire, on va laisser une petite valeur qui devient grosse, on la laisse, on l'inclut, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais dans le calcul, ou à l'inverse, on interdit les très grosses valeurs qui redescendent, par exemple, d'intégrer cet indice small et mid cap. Bon, bref, on voit que le calcul, il est très loin d'être idéal. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans ces ETF, et encore, honnêtement, je le pense, mais voilà, ce qu'il faut surtout, c'est si vous investissez dans ce type d'ETF, donc des ETF petite et moyenne capitalisation boursière, il faut bien avoir conscience de la manière dont ils sont calculés. Et j'en profite d'ailleurs pour dire quelques mots sur les ETF ou les indices équipondérés, c'est souvent equal weight dans le nom de l'ETF. Alors c'est un côté très rassurant parce qu'on se dit Nvidia ou je sais pas, ou Apple, etc., qui vont avoir des grosses pondérations dans les indices classiques, donc le SP500 ou bien le CAC 40, oui, il a trop d'LVMH de Total. On va prendre quelque chose qui est équipondéré, donc qui va avoir la même position de chacune des valeurs, mais on a aussi un type d'effet pervers qui est un petit peu équivalent, c'est-à-dire que pour maintenir l'équipondération, on va, au fur et à mesure qu'une valeur monte, on va être obligé de la vendre dans cet indice équipondéré. Donc, on va vendre du LVMH et on va, par exemple, acheter de l'Atos parce que Atos doit absolument avoir un 40e
doit représenter 1/40 de l'indice. Donc au fur et à mesure que Atos baisse, on va acheter de l'Atos et on va vendre les Total, LVMH, etc. au fur et à mesure que ça monte. Donc gros effet pervers jusqu'au moment, malgré tout, où Atos va sortir du CAC 40. Donc, il y a toujours l'effet nettoyant, mais il y a quand même, enfin, j'aime pas cette expression, mais il se trouve que je l'utilise. Donc, voilà, il y aura toujours cet effet-là, mais n'empêche qu'il y a cet effet pervers. Donc, il y a, voilà, si vous achetez des ETF équipondérés, ayez conscience que ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés. Je ne sais pas si vous aviez cette vision-là des ETF small et mid-cap. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris quelque chose. Ça m'intéresse toujours et ça me motive toujours de le savoir en commentaire. Merci à tous pour votre fidélité. Merci encore pour les commentaires sur les podcasts. Merci pour les likes sur les vidéos. C'est toujours super sympa. Et je vous dis à bientôt pour une autre émission.